Embarquez non. Bonjour, très très honoré de recevoir Hélène Doué Sensei parmi nous et Brice Guyadé Sensei aussi. Alors, est-ce que vous m'autorisez à ce que je vous appelle Hélène et Brice? Oui, Ça bien vous... sûr. Vous êtes formidables. Donc, cet entretien Namaikina pourrait en fait plutôt s'appeler Ichidenshi, parce que vous avez eu un petit mot qui était intéressant, là, on est dans le stage, et vous avez dit que vous ne vous êtes pas concerté, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très déconcertant pour nous, c'est qu'on a souvent des stages qui se font à 2 mètres, ici, et apparemment, vous ne vous mettez jamais d'accord sur ce que vous allez enseigner, et pourtant, c'est particulièrement fluide, et j'oserais même dire harmonieux. Alors voilà, c'est un peu cet étonnement que l'on aimerait creuser et comprendre. Alors pour ce faire, on a quelques questions, mais on aimerait avoir ce jeu d'interaction, c'est-à-dire que quand j'ai une question qui va concerner plutôt Brice, je vais te demander, Hélène, toi, d'imaginer la réponse qu'il ferait. Et évidemment, comme c'est un mouvement que tu inities, comme un hookah, Brice va reprendre en bouterie ce mouvement-là, sans brusquer évidemment, et répondre ce que lui répondrait spontanément et naturellement. Et évidemment, je ferai l'inverse quand il s'agira de questions qui te concerneront pour les poser à Brice. Ok. Est-ce que ça marche? Je crois que j'ai compris la règle. Alors, première question, il s'agit de poser un petit peu le cadre. On a pensé que pour que cette harmonie se fasse, et qu'elle se fasse bien, eh bien, il faut peut-être qu'il y ait une culture commune. Ça, c'est poser le cadre. Alors, Hélène, je te pose la question concernant Brice. Poser le cadre. non, mais... C'est réfléchi. Alors, Hélène, Brice, il se trouve qu'il fait partie de la FFAB et qu'il fait beaucoup de stages avec la 2F3A, même il invite des grands maîtres de la 2F3A. Comment tu peux expliquer cette peut-être schizophrénie ou ces infidélités institutionnelles? Alors, bon, il va bien, je vous rassure. Non, je pense que Brice, c'est un passionné. Donc, voilà, il a une ouverture d'esprit qui fait que, je pense, c'est une curiosité qui fait tout simplement que pourquoi se limiter à rester dans un système ou dans l'autre, sachant que nos systèmes, finalement, ne sont pas très différents l'un de l'autre, à mon sens, qu'au niveau de la pratique, c'est fluide et les échanges sont fluides. Donc, tout autant, on pourrait aller voir des maîtres japonais, on pourrait aller voir d'autres. Aujourd'hui, on avait des gens de Belgique au stage qui sont d'une autre fédération encore. Donc moi, ça me paraît tout naturel, mais bon, je pense que c'est lié aussi, si Brice a fait ce choix-là, c'est lié à sa personnalité certainement qui est curieux et surtout passionné. Donc peut-être que l'offre n'était pas suffisante d'un seul côté, qu'il a voulu compléter avec tout ce qui se faisait peut-être, et puis après il a fait son choix, et puis avec les maîtres qui l'intéressaient. Alors Brice, que tu ajoutais à ça? Voilà, Houquet a tout fait, je crois. Non, mais Hélène a parfaitement répondu. Il y a une idée de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et puis moi, j'ai toujours fait de l'aïkido pour rencontrer des gens qui m'intéressent techniquement et qui m'intéressent humainement. Donc le fait de rester cloisonné dans une fédération, à nous obliger à côtoyer certaines personnes dans une fédération, pour moi, ça n'a pas de sens. À partir du moment où on a rencontré des gens que humainement, j'insiste, parce que techniquement, c'est bien de rencontrer des gens qui sont très techniques. Maintenant, des gens très techniques mais qui sont des gros cons, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère rencontrer des gens qui, même s'ils sont techniques, en tout cas, humainement, sont intéressants. Et donc, mon parcours, il est basé là-dessus, avec René VDB d'un côté, Christian Tissier de l'autre. Hélène, je la connais depuis plus de 20 ans. Fabrice, son mari, depuis encore plus longtemps. Donc, on s'est côtoyés, et parce que humainement, ça se passe bien entre nous. Et pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure, on n'a pas besoin de se concerter, finalement, pour prévoir un stage ensemble. C'est le 4e qu'on donne. En fait, on se rend compte qu'on n'en parle pas avant, on ne choisit pas de thème, mais finalement, on a de toute façon des idées de principe et des bases qui sont tout à fait communes, et alors on peut rebondir et faire des choses qui se... Donc une culture commune, une culture commune, plus des gens, plus des personnes que tu as rencontrées que des membres d'une fédé, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, j'ai une question qui concerne Hélène, J'espère que Brice. je vais savoir répondre. Hélène, figure-toi qu'elle a dit que faire rentrer en Aïkido, c'est un peu rentrer dans une grande famille. Alors, d'après toi, qui est qui dans cette grande famille? Christian serait le papa spirituel, par exemple, je ne sais pas. Et toi, tu serais qui? Hélène serait qui?
Elle est difficile cette question. Ah, c'est toi qui réponds en premier. Probablement que Christian Tissier a une figure un peu paternelle en même temps, parce qu'il donne une voix, parce qu'il s'occupe bien de nous, parce qu'il s'occupe bien de toute façon des gens qui viennent le voir en stage de manière générale, quelqu'un qui est très abordable, très humain. C'est vrai que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup aussi au côté humain, aux relations humaines, à la fidélité, à l'amitié, parce qu'il en a même parlé la dernière fois lors de l'interview d'ailleurs. Et alors, au sein de cette famille de l'aïkido, avec Hélène, on est peut-être des cousins, en fait. Qui sait, hein, je pense. Peut-être un petit peu des cousins, quelque part. Oui, c'est effectivement, nous, entre nous à la maison, hein, Brice, c'est Papa Ours. Hein. Bon, c'est pas que chez nous, mais pour les enfants, voilà, c'est vrai qu'on parle de famille, mais moi qui ai 2 enfants qui ont 8 et 11 ans aujourd'hui, ils ont été élevés avec toutes les personnes qui pratiquent l'aïkido avec nous. Alors là, sans même parler de fédération ou quoi que ce soit, et pour eux, effectivement, ce sont des membres à part entière de la famille. Je pense qu'ils sont tout à fait capables, comme nous, on est capable de faire la différence entre nos vrais membres de la famille et la famille d'aïkido qu'on s'est constituée, mais ce sont des personnes très importantes, tous les senpai que nous on est amenés à côtoyer, ou tous les grands sensei, on fait la différence, ce sont des référents pour nous, mais l'aïkido construit une famille, une famille humaine, une famille technique, et on choisit les membres de sa famille sur les qualités humaines qu'elle développe, bien sûr. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, René VDB serait un grand-père éloigné Tu l'as rencontré, non? Non, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais c'est quelqu'un que j'aurais aimé connaître parce que j'ai vu sa démonstration à la Nuit des Arts Martiaux à Bercy, notamment. J'ai vu des vidéos sur Internet, mais comme j'ai pas connu non plus Yamaguchi Sensei, que j'aurais aimé rencontrer aussi, qui pour moi ferait effectivement, alors peut-être de par là, je ferais figure de grand-oncle peut-être, mais effectivement, oui, c'est des personnes comme ça qui me semblent incontournables, ou quand on les a connus, de reconnaître la chance d'avoir pu les côtoyer, parce qu'il faut se dire que les générations d'après, elles n'auront pas la chance de connaître Christian, VDB, des gens comme ça qui ont parcouru notre parcours à nous. Fabrice avait eu l'occasion de venir voir René en stage. Tout à fait. On s'était vu en stage à Paris, Tout à fait, ouais. Itaikai. Merci. Alors, il se trouve qu'on est convaincu que pour qu'il y ait cette osmose dont vous témoignez, qu'il faut un engagement fort et dans la durée, très long. Hein. Vous pratiquez depuis très longtemps. Donc, j'ai une question qui concerne Brice, hein, et donc c'est toi qui vas répondre. Figure-toi que Brice est un amateur éclairé et que toi, tu es une professionnelle. Hein. Donc, Brice, il passe, je crois, à peu près tout son temps qui reste sur les tatamis. Et en plus, il fait un nombre incroyable de vidéos. Je crois qu'on a plus de 200 vidéos. On a fêté un anniversaire il n'y a pas longtemps. À quoi est due cette frénésie incroyable et cette occupation du temps à creuser tout le temps Alors, j'aimerais avoir le secret de la recette de l'énergie de Brice, parce que je pense que, comme on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de passionné inarrêtable quelque part dans sa curiosité et sa passion. Je pense, je crois, et c'est aussi pour ça que, si bien sûr tu peux t'arrêter aussi un moment, mais oui, un moment, mais ça sera... ça sera pas de notre fête forcément, mais c'est quelqu'un effectivement qui donne énormément de temps à la discipline en dehors de son métier qui est déjà très prenant. Oui, on peut dire qu'il y a une vraie, il est dédié à la discipline, corps et âme. Ce pourquoi il en est d'autant plus respectable, bien sûr. Alors, cette frénésie. J'ai oublié la question. Je dois m'ennuyer dans la vie quand je ne suis pas à la clinique, il faut pas. Non, frénésie, non, c'est pas une frénésie. C'est que d'une part, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre en avant l'aïkido à travers des vidéos. Faire connaître les contenus de stage. Chaque fois que j'ai filmé, que ce soit des stages qui sont faits par notre fédération, pour notre fédération au sein de la Ligue, ou des gens qu'on invite, ou les stages qu'on a fait avec Hélène, c'est de redonner un contenu pédagogique qui soit lisible au niveau du stage, que les gens apprennent aussi à regarder, parce que malheureusement, je trouve que de plus en plus, on parle beaucoup. Dans les stages, on parle énormément, les profs parlent énormément, et c'est au détriment de la lecture visuelle de ce qu'on fait. Donc souvent les vidéos, je les mets en musique pour pas qu'il y ait le son, pour que les gens apprennent à regarder. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant justement les gens qui me semblent intéressants. Et donc moi, mon propos, c'est surtout de faire connaître au sein des deux fédés, de faire un mix et de faire connaître les gens qui ne sont pas connus, parce que certains sont restés un petit peu trop enfermés dans un système.
Alors, c'est vrai que c'est une belle trace qui est très très regardée, accompagnée, que c'est un boulot monstrueux. Merci Brice de le faire. Hein. Alors Brice, j'ai une question qui concerne Hélène. Ils ne sont pas si nombreux à être des professionnels et beaucoup de pratiquants. Comment elle vit ça, Hélène? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de compliqué? Est-ce qu'il y a des jalousies à gérer? Par exemple, toi, tu rêverais peut-être d'être professionnel. Alors, est-ce que... Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est beau d'être professionnel en Aikido, parce que je pense que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas une activité, l'aïkido, qui actuellement d'ailleurs a le vent en poupe. Et donc, pour être professionnel de l'aïkido, il faut avoir des sacrées qualités pour attirer du monde. Il faut avoir du bagage technique, il faut avoir des qualités humaines. Je pense que les stages d'Hélène, ils sont franchement toujours très remplis, elle attire beaucoup de monde. Parce que, non mais c'est vrai, parce que Hélène, elle est souriante, moi je n'entends jamais engueuler des gens, il y a quand même certains profs qui arrivent à engueuler des pratiquants au cours des stages, moi j'aimerais bien savoir pourquoi ils font engueuler les gens, plutôt que d'être bienveillant avec eux. Ensuite, Hélène a aussi tout un parcours de l'enseignement et puis de l'enseignement des enfants, voilà, il y a quand même tout un bagage de diplôme derrière qui fait que c'est aussi une professionnelle à part dans le milieu de l'aïkido par rapport à ce bagage-là et par rapport à d'autres enseignants. Et je sais que ce qu'elle fait avec les enfants en difficulté, et puis avec les enfants de manière générale, est apprécié et du coup sert aussi à beaucoup d'autres enseignants qui se forment auprès d'Hélène pour ça. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une vraie polémique qui prend de l'ampleur sur le fait qu'on peut très bien être professionnel d'aïkido tout en ayant un métier et qu'on peut montrer du professionnalisme sans que ça soit notre métier à part entière, voilà, et qu'on en retirerait de l'argent et que voilà, on fait ça pour la gloire, pour l'ego. Pas du tout. En fait, voilà, si Christian nous a transmis quelque chose, c'est une passion, être dévoué à la cause. Ce qui est très confortable, c'est d'avoir un mari, en l'occurrence Fabrice Croiset, qui fait la même chose que soi. On est deux à s'être dédiés complètement à ça. Comme dit Brice, c'est pas notre formation. On a aussi des diplômes. Oui. Voilà, Fabrice est ingénieur. Moi, j'ai un master en sciences du jeu. Donc, on a aussi quelque part, voilà, on a quelque part une liberté dans la tête. C'est-à-dire que c'est pas notre gagne-pain, c'est notre passion. Et donc, on ne vit pas largement quand on est deux professionnels d'aïkido avec des enfants. Effectivement, il faut de la constance, il faut de la durée. On s'épaule beaucoup l'un l'autre parce que c'est quand même, voilà, c'est pas, voilà, il faut être en forme, il faut être là tout le temps. Bon, et effectivement, il faut, à mon avis, arrêter avec des faux débats il y aurait une différence entre ceux qui seraient accrochés à leur gloire et le fait de gagner de l'argent avec ça. On ne gagne pas de l'argent avec ça, c'est un métier. Si on a choisi de le faire, c'est un métier de passion. C'est pas un métier de gloire ou de rendement pécunier. Ça, c'est sûr. C'est important de le dire. Alors moi, j'ai besoin d'un petit papier. Alors, je retourne mon petit papier. Alors, je crois qu'une des clés aussi pour que ça fonctionne bien, et ça on le sent, c'est qu'il y a du plaisir à travailler ensemble. Hein. Et ça, c'est, je pense, une dimension importante. Alors, je continue avec mes questions qui permettent de trianguler cette question-là. Hein. Donc, Hélène, Brice, il a une très très grande connaissance du corps. Hein. Et tu vois bien, il nous l'a encore redit tout à l'heure, il a même plaisanté avec. Il faut quelqu'un de très droit, Brice. Hein. Il parle de Shisei, etc. Je pense qu'il a un certain plaisir à ça. Je pense qu'il a un certain plaisir à ça. Est-ce que tu connais le mouvement préféré, le geste préféré, la situation préférée d'Aïkido qu'il aime transmettre particulièrement? Waouh, c'est de la question. Je ne sais même pas quoi répondre pour moi. Vas-y, réfléchis. Qu'est-ce que Brice aime bien ou qu'est-ce qui lui plaît? Je pense, sans m'engager, je pense que Brice il est très attaché au rapport entre les armes et l'aïkido, donc il nous parle beaucoup du sens des coupes et du sens, il nous en a reparlé ce matin, la manière dont on tient un ken, la manière dont on arme, la manière dont on transpose l'univers des armes, dans lequel je pense il a un très bon niveau, et une connaissance assez large de tout un tas de formes d'armes, puisque tu nous en as parlé ce matin, entre le yai, moi j'ai appris une forme de ken particulière, Brice il en connaît d'autres, donc moi je dirais, sans m'avancer, du lien entre le travail des armes et le sens des coupes.
Brice, alors? Alors oui, non mais ça C'est vrai. c'est juste. Moi je vous dis, l'aïkido, quand on parle de Shisei, on parle de Kamae, c'est issu des armes, c'est comme ça. Donc il faut en tout cas qu'on ne perde pas le lien, parce que parfois ce lien-là, beaucoup d'enseignants qui en parlent, et quand on les voit, et on cherche ce lien avec les armes, parce que moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas en tout cas dans l'attitude, je ne le vois pas dans les coups, dans la saisie du bokken. Et pour moi ça c'est important qu'on soit là-dedans. Les deux personnes auxquelles je fais le plus référence, c'est René VDB et Christian Tissier. Les deux ont une forme d'aïkido qui est extrêmement liée au kenjutsu. Tu parles beaucoup de structure, Oui. et les armes structurent. Les armes structurent, la pratique. parce qu'on ne peut pas Ouais. faire n'importe quoi avec un bokken ou avec un sabre. Quand on fait du iaido, quand on fait de la coupe, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que rapidement ça se voit que c'est du n'importe quoi. Le jo, c'est beaucoup plus libre. J'aime beaucoup le jo pour cette liberté, cette fluidité, le changement de travail d'un côté et de l'autre par rapport au ken. Mais je trouve qu'effectivement, les armes, c'est extrêmement structurant. René VDB était extrêmement structuré. On voyait très bien dans son aïkido que c'était quelqu'un qui avait fait du kendo, du iaido. Christian Tissier, on voit très bien qu'il maîtrise le kenjutsu. Et notamment des experts comme Philippe Loisé, quand ils voient Christian pratiquer l'aïkido, ils ne voient que des mouvements de bokken. Voilà. Oui, c'est Ça, vrai. c'est clair. Et c'est dit. Hein. Donc, voilà. Après, ce qui est important pour moi également, c'est la notion du Hirimi. Je pense que j'allais le dire. Extrêmement Hirimi. J'allais dire ça. Et pour moi, c'est le côté Hirimi aussi. Pas seulement Hirimi Nage, le côté Hirimi. Alors Brice, figure-toi que dans un interview, Hélène dit une chose incroyable. Mais Hélène dit beaucoup de choses incroyables. Beaucoup de bêtises aussi. Elle dit qu'il y a une joie kinesthésique, elle va même jusqu'à affirmer qu'il y a une jouissance de la chute. Alors là, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ok, j'assume. L'esthésique et une jouissance de la chute. T'as vu? C'est où que j'ai dit ça? On a les preuves. Faudra le mettre en incrustation pour qu'on soit sûr d'avoir la preuve de ce propos. Non, j'aurais pas osé l'inventer. Non, mais je pense. Non, mais j'assume. Je ne sais pas si c'est ce qu'Hélène voulait dire, mais en tout cas, on voit déjà dans son aïkido, dans son attitude, dans sa fluidité, l'aïkido, ça doit faire du bien au corps. Donc ça, c'est la première chose. Le ressenti qu'on a, on ne doit pas ressentir de douleur, on ne doit pas ressentir de contrainte, on doit sentir que ça fait du bien et que c'est naturel. Hein. Que les postures techniques, hein, quand on voit Hélène, la façon dont elle travaille depuis longtemps, hein, parce que même je la connais depuis que tu étais beaucoup plus jeune à l'époque. Oui. Non, peut-être pas toute petite. Non, mais- Tu as commencé à 9 ans, mais quand même. mais même Non, non, après, non. même beaucoup plus jeune. Et l'évolution technique d'Hélène, elle est flagrante. Serge, qui était venu voir Hélène en Suède à l'époque, donc il y a quelques années, avait été épaté par à la fois sa densité, mais sa fluidité, et puis la structure de corps. Donc je pense que tout ça, ça fait du bien au corps. Et en fait, quand on le fait bien, on peut considérer que c'est jouissif, parce qu'en fait, on se sent bien à le faire. En théorie, on est censé se sentir bien. Quand on part dans la chute et qu'on est awassé avec le partenaire vraiment en harmonie, on se sent bien. Alors c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas l'expérience de la chute, ils ne comprennent pas du tout Non. qu'on peut trouver du plaisir à chuter, chuter, mais bien sûr. effectivement, ça c'est La vrai, chute, c'est ça libère. Si la chute est salvatrice, la chute, comme dirait Christian, annule aussi la technique de l'autre quand elle est faite. Et donc nous, on apprend à chuter pour annuler la technique de l'autre, pour éviter de se faire blesser, pour pas que ce soit une contrainte. Et donc la chute est libératrice du mouvement. Donc effectivement, c'est censé être bon pour le corps et on est censé avoir une sensation agréable. Non, c'est vrai que bon, j'aime bien grossir les traits, donc c'est vrai que je me suis emballée. Là. Mais non, mais c'est vrai, j'en ai reparlé encore en cours cette semaine pour que les gens aussi, donc déjà, parce qu'on parle beaucoup de la relation à l'autre dans l'aïkido, hein, et que soi-même on ressente des choses positives par le fait de se mettre en mouvement, par le fait d'avoir du plaisir à la chute, et que ce plaisir, je reviens sur mon idée de continuité, il faut que dans le temps, on garde ce plaisir et cette joie à pratiquer, et cette joie aussi pour soi, bien sûr, que ça reste agréable, que ça reste un plaisir. Moi, j'ai en mémoire, et je garderai ça, je pense, jusqu'à la fin de ma pratique, un grand monsieur de notre fédération qui s'appelait Philippe Bersani, qui est décédé maintenant, et il a toujours eu, il a pratiqué jusque très très tard, toujours eu l'œil rieur et de la malice, et voilà, et un vrai plaisir. Il a chuté très très longtemps, et avoir une joie, voilà, d'être présent, de faire travailler l'autre, d'être généreux, et d'être voilà, dans un échange. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui me guide. Je pense à Philippe Bersani vraiment toujours, parce que lui, il l'a incarné jusqu'au bout, à mon sens. Ça, je suis d'accord. Pour avoir connu Philippe, il y a Francine qui est toujours sur les tatamis, Bien dans son sûr. épouse. Et Francine, c'est tout à fait ça aussi. Quand on travaille avec elle par rapport à son âge, c'est hyper agréable. Elle se fait plaisir, elle se fait du bien. C'est agréable de bosser avec elle. Et c'est un très bon souvenir. C'est très bien d'avoir parlé de Philippe Bersani. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi, ce qui me semble très important, c'est d'apprécier les qualités de l'autre.
hein. Et vous appréciez, je n'ai aucun doute là-dessus, cette question elle est presque facile. Alors Hélène, tu as dit, enfin je me demande, c'est pas Christian qui a dit ça, enfin, tu serais un pur produit de Vincennes. Hein. Voilà, j'ai entendu cette expression-là qu'on ne comprend que pour ceux qui savent qu'il y a un cercle à Vincennes, le cercle Christian Tissier. Et est-ce que c'est ça qui a particulièrement plu chez Brice dans ton accueil ou qu'est-ce que je pourrais dire, en quoi ta pratique inspire Brice quelque part? Donc ça, c'est une question pour... Ouais, à toi pour dire ce que Brice répondrait. Donc c'est toi qui commences, quoi. Non, c'est Hélène qui répond du coup, moi j'ai Mais pas oui, compris. elle répond pour toi. Hélène répond pour moi ce que je dirais à propos d'Hélène. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où Vous c'est avez un plus trop petit qui café est ou du ok et ginger Tory dans les Ah, mouvements, hein, c'est vrai, hein, ça arrive. Voilà, on est trop dans l'échange. Vas-y, redis la question. Ça y est, j'ai perdu le fil. Dans ta pratique, qu'est-ce qui inspire Brice pour qu'il y ait cette complémentarité qui se fasse que... Est-ce que c'est le fait que tu sois un pur produit de Vincennes, tu vois, étiqueté Vincennes, sous cellophane, tout ça, qui fait que je suis content de t'inviter? C'est ça la question. Si Entre je vais autres, résumer. oui, on peut la Elle reformuler est très comme bonne ça. comme question. Bon, Je pense pas. Je pense pas que c'est parce que j'ai un label, label rouge école Tissier. Non, je pense pas que ça soit ça. Alors effectivement, le fait que je sois un pur matériau vincennois même. Pur matériau vincennois, ça donne... C'est matériaux, c'est-à-dire que tu as d'abord été malaxé, travaillé... Ah ouais, comme une pâte à modeler, oui, étant passé de enfant à adolescent, adulte, en faisant tous les cours. T'as commencé à 9 ans, hein, J'ai commencé à 9 ans chez les enfants, puis après j'ai continué tous les cours, voilà, sans m'arrêter. Ça donne une lignée, à mon sens, plutôt, une idée de la structuration que j'aurais reçue et des valeurs qui auraient été transmises. Je pense que c'est plus ça, plus le fait d'un formatage, entre guillemets, ou formatage qu'on peut nous reprocher aussi. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très naïf, entre guillemets, donc je me dis, voilà, j'ai un professeur exceptionnel et des professeurs de son professeur exceptionnel, Pascal, Bruno, Fabrice, voilà, Mar, des gens comme ça. Et en fait, on peut aussi se dire que, et on est tous des gens passionnés qui aiment l'aïkido et on est élèves de Christian Tissier, il y en a qui trouvent que c'est nul. Bah oui, bien sûr, parce que on serait, si on va dans le côté critique, on serait formaté, on serait discipliné, on serait, comment dire, aveugle, on serait dans un moule et on n'aurait aucun recul et on serait même influencé dans une mauvaise direction. Voilà, donc je pense pas que ça soit ça que Brice ait vu en premier, genre ah ouais, waouh, c'est un pur produit industriel. Non, j'espère que c'est voilà plutôt ce qu'il aime chez Christian en fait. Voilà la structure, les valeurs, j'en sais rien moi. Voilà, je te laisse répondre. Il faut que tu nous rassures là. Ouais. alors déjà, je vais répondre. Il y a des gens de Vincennes que j'aime pas. Voilà. Mais non, mais c'est pas parce qu'ils sont de Vincennes. Oui. Moi, j'aime beaucoup Christian Tissier. Ça fait 31 ans que je le suis. Je l'ai suivi quasiment en même temps que René. Enfin, je connaissais René avant, mais je l'ai suivi dès mon démarrage en aïkido. Moi, j'ai pas démarré aussitôt. J'ai eu des problèmes de santé, opéré, etc. Mais quand j'ai démarré l'aïkido, en 2 mois de temps, je suis retourné voir René que je connaissais et je suis allé voir. J'ai découvert Christian à Nantes. J'ai découvert aussi Tamura Sensei, Franck Noël, Bernard Palmier, plein de gens, etc. Yamada, Joe Cardo, bon, bref. Et puis, moi, j'ai sélectionné parce que Christian Tissier, ça me parlait, parce que je trouvais que par rapport à René VDB, en fait, on était dans quelque chose de similaire. Ce qui a toujours intrigué beaucoup de personnes qui n'ont jamais compris, mais franchement, je pense que les deux faisaient la même chose. Bon. Après, Hélène, c'est le côté humain d'Hélène, ça j'en ai déjà parlé. Le côté technique, justement, moi, je ne la trouve pas formatée, même si on voit que c'est une élève de Christian. Dans les mouvements, il y a aucun, comment dire, Hélène ne surjoue pas la forme. Ce que moi je peux reprocher parfois à certains élèves. Une mauvaise imitation. Une mauvaise imitation en fait. Christian a un aïkido qui paraît toujours, on va dire, très ample, etc. Il a un aïkido qui est très direct, qui est très incisif, qui est même très minimaliste, sauf que quand il montre des principes, comme il le dit, je les rends visibles. Et quand je le fais pour moi, je le fais pas comme ça, mais pour vous, je vous le montre pour que vous le rendiez visible. Et il y a malheureusement des gens qui surjouent ça comme si c'était ça la solution. Ce que Christian voit bien et qu'il n'aime pas d'ailleurs. Et donc il y a des gens qui surjouent ce que Christian rend visible déjà. Donc c'est trop. Ce qu'Hélène ne fait pas. C'est-à-dire que chez Hélène, il n'y a pas de fioriture de mouvements et de trucs qui sont surjoués. Donc moi, je ne trouve pas que ce soit un clone de Christian et qu'il y a un formatage, même si on voit qu'il y a les bases solides de Christian derrière.
Et après, c'est parce qu'on a aussi des bases communes, on a les mêmes perceptions de l'aïkido, et puis surtout le côté humain, parce que quand on fait un stage ensemble, on travaille, on est hyper sérieux dans le sens où ce qu'on vous montre, on essaye que ce soit assez chiadé, travaillé, précis, mais en même temps, on se marre quand même beaucoup sur le tatami. Hein. Enfin, on fait que ça à chaque fois qu'on fait des stages. Donc... Ah, j'ai un peu la question similaire te concernant. Petite anecdote quand même pour introduire, donc je te la pose à Brice. Hein. Hélène a découvert ou a eu envie d'aller à l'aïkido avec, avec Bruce Lee. Bah ouais. Bon, c'est complètement planté parce que ça n'a rien à voir avec l'aïkido. Et donc, je pose un peu la question, qu'est-ce que Hélène trouve de chouette et d'inspirant dans l'aïkido que Bruce Lee fait? Très bien. Très bien. Si on avait un petit peu avec des notes, je te mettrais vraiment une bonne note là. Ah, il fallait que je la fasse, ça. Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que Hélène a apprécié chez Bruce Lee pour venir à l'aïkido? De toi. Ouais, de toi. De toi, c'est ta pratique. Non, j'ai pas compris. Désolé. Non, je suis trop Non, mais il n'a fatigué pas un en ce côté Bruce moment. Lee, c'est clair. C'est ça. On peut pas avoir un côté Bruce Lee. Non, mais c'est vrai, c'est Bruce Lee qui t'a amené à l'aïkido. Ouais, carrément, ouais. Le cri de Bruce Lee ou... Non, en fait, mais il a raison, je me suis gourée, en fait. Moi, j'avais des posters de Bruce Lee chez moi et Mais tout. moi aussi. Hein. Bah ouais, mais... et on... Je crois qu'on en a tous eu quand même. Ouais, mais... D'accord. Non, mais de toute façon, c'est toi qui commences à répondre, moi j'y suis. Ah, est-ce que tu sais ce qui, dans ta pratique, inspire ou aussi fait écho à la pratique de Hélène? Dans ma pratique? Oui. Bah, je crois Dans pas ce que ma tu pratique proposes. inspire Hélène, puisqu'elle est inspirée... Ah bah je crois déjà, le rapprochement avec les armes, c'était quelque chose qui était intéressant. On a parlé, parce qu'on parle le même langage, le rapprochement avec les armes. Je pense au niveau de la structure des appuis, je pense que tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on a un peu en commun. La mobilité des appuis, en même temps la densité sur les appuis. La liberté du haut du corps, le shisei, alors nous on parle beaucoup à la FFAB de shisei, on l'utilise, etc. Hélène n'utilise pas le terme shisei, Christian non plus, parce que c'est pas le vocabulaire. Mais en revanche, tout est dedans. C'est-à-dire que tout ce qui est travaillé, tout ce qui est vu d'ailleurs, parce qu'on parle parfois beaucoup de shisei avec des gens qui nous parlent du shisei, mais qui ne l'ont pas trop. Alors que eux n'en parlent pas, mais en tout cas il est là et il est bien construit et bien visible. Donc je pense que tous ces éléments-là, en tout cas, on les a en commun. Je pense que quand on nous voit, même quand on fait la vidéo, on se rend compte qu'au niveau forme de corps, au niveau des mouvements, au niveau des appuis, je pense de la fluidité, mais en même temps de la stabilité des appuis, je pense qu'on a un petit peu ces points-là en commun. Irimi aussi, on parlait du Irimi tout à l'heure, je pense que Hélène a un aïkido qui est très Irimi. Ouais. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais. Non, mais t'as pas raison, parce que j'ai appris des trucs ce matin. Tu vois, j'ai rien qui m'inspire, il est trop modeste, parce que... Non, si, bien sûr, si, dans les formes de... En fait, moi, je suis, très curieuse de voir... Je suis toujours étonnée de voir des mouvements qui sont pourtant toujours les mêmes. On fait toujours plutôt les mêmes mouvements, et de voir des manières de faire, des manières de les expliquer, et des manières qui rendent le mouvement à nouveau. On se dit, là, par exemple, quand tu as fait ce matin ton Ikkyo sur Ryokata en coinçant un peu le bras du partenaire comme ça, je me suis dit, waouh, c'est trop fort ça, je vais le faire en cours. Donc, bien sûr, je viens m'inspirer, bien sûr, de ce que tu fais, bien sûr, parce que ça va être une manière à laquelle je n'aurais pas pensé, tout simplement, et qui nous ouvre l'esprit. Et donc, je m'inspire de Brice, bien sûr, mais... On en discutait hier, la semaine prochaine, j'ai Aurélie et Volodia qui ont un club FFAB qui est juste sur la butte aux Cailles, là où j'habite, donc dans le même quartier que moi, on vient faire un interclub. J'ai des très bons rapports avec Yolène et Pierre-Franck qui sont aussi des enseignants et des amis de longue date. Donc il y a une espèce de mutualisation en fait qui est vraiment enrichissante et qui évite de rester toujours dans son truc. Donc si, bien sûr, tu m'inspires, Brice. Évidemment. What else? Nous inspirons les uns les autres, de toute façon. Bah ouais. Non, mais on s'inspire, parce que Bien sûr. la technique à laquelle Hélène fait allusion, c'est une technique qu'on a travaillée avec Brahim Sigismund. Donc, de toute façon, on s'influence les uns les autres. Et si on est suffisamment ouvert, et si on est bien dans les bases, dans les principes, a priori, quand on a des très bons enseignants, comme tous ceux qu'on a cités jusque-là, normalement, on est censé bien s'inspirer des uns des autres et puis se le transmettre. Alors c'est formidable parce que justement on avait aussi pensé à ça, qu'il faut s'enrichir des différences, c'est exactement ce que tu viens de dire. Alors Brice, j'ai une question qui concerne Hélène. Elle a beaucoup travaillé auprès de personnes en situation de handicap, Oui. notamment d'autisme, c'est quand même un Tout à handicap fait. très particulier, on peut avoir des angoisses très fortes, et il n'y a pas de doute sur ce que l'aïkido peut leur apporter, etc. Mais qu'est-ce que l'aïkido qu'est-ce que ces personnes-là, dans leur pratique, lui ont apporté à Hélène?
est-ce qu'on n'est pas tous un peu des handicapés de l'aïkido, finalement? Je retire ce que je dis parce que quand on est en situation d'autisme, c'est quand même, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais oui, en fait, est-ce que ces personnes-là, dans leur pratique, nous aident à voir les choses autrement, renouvellent la question? Qu'est-ce qu'elle en a pu en tirer? Alors, je ne sais pas ce que Hélène répondra, mais je suppose. Hélène, déjà, elle a la formation pour pouvoir aborder certains publics, notamment par le jeu. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'en Aïkido, puisqu'on est censé en Aïkido s'adapter à l'autre, le fait de travailler avec déjà un public qui est très varié, mais en plus un public peut-être un peu plus spécifique quand il y a une situation de handicap, de l'autisme, etc., ça nous confronte forcément à une nécessité d'adaptation à l'autre. D'adaptation à la fois dans les explications, d'adaptation dans la perception, dans l'adaptation dans le contact. On parle toujours de contact awase en Aïkido. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal à avoir du contact. Il y a des gens qui ont du mal à avoir du lien social. Et on sent que le toucher en Aïkido, pour certains, c'est déjà un problème. Je pense que dans le cadre de l'autisme, c'est encore plus spécifique. Je suppose que Hélène, dans son parcours d'Aïkido 4 et de professionnel et d'enseignement à un public spécifique, a forcément dû adapter, enrichir son Aïkido, parce que là, pour le coup, on ne peut pas aller calquer, comme on le voit malheureusement chez certains enseignants, pas toujours très bons, calquer une méthodologie très particulière dans laquelle les gens doivent rentrer dedans. C'est que là, en revanche, on est vraiment obligé de s'adapter à l'autre, et déjà, rien que dans le lien. Le lien verbal, mais le lien aussi en termes de contact, le lien corporel. Alors c'est vrai qu'on a aussi, nous, au dojo, une petite expérience, parce qu'on accueille aussi des personnes qui sont légèrement handicapées. En situation d'insertion sociale. Moi, je vois toute la joie qu'elles ont, enfin qu'elles apportent. Pour le Taiso. C'est le Taiso. Ils font un cours spécifique de Taiso pour des gens qui sont en difficulté dans une situation et on voit sur leur visage ce qu'on leur a apporté, c'est extraordinaire. Bien sûr, oui. Alors qu'est-ce qu'elle prend? Alors oui, tout à fait. En fait, le fait d'avoir donné des cours pendant 10 ans donc à un public autiste de très petit niveau, donc vraiment des non-verbaux avec des syndromes associés, donc vraiment de l'autisme assez lourd, avec des toutes petites équipes et quasiment un accompagnement 1 pour 1. Donc qu'est-ce que ça m'a appris? Effectivement, dans la relation, beaucoup de choses, mais c'est comme si on avait à un moment un focus sur tout ce qui nous paraît naturel. Nous, en Aïkido, déjà la motricité fine, la motricité globale, le fait les saisies, tout ça, ça nous paraît logique, même si c'est plus ou moins difficile à envisager. Avec les autistes, c'est comme si on avait un spot sur tout ce qui peut poser problème de manière extrême. Donc le contact avec un kimono, le contact peut être insupportable. Le contact peut être insupportable, le lieu, voilà. Et donc c'est de réfléchir tous ces mouvements avec un nouveau regard et aller vraiment au fondement de chaque chose. Et ça a aidé beaucoup aussi pour les cours pour les enfants, parce que des choses qui nous paraissent des principes fondamentaux ou des mouvements fondamentaux qui sont censés être naturels, aller vers l'autre, aller au sol, des choses comme ça qui peuvent être pas du tout naturelles et qui demandent un apprentissage ou en tout cas de ne plus avoir d'appréhension, qui demandent à complètement réanalyser ce qui nous paraît aller de soi quand on est dans une relation entre guillemets normale et normée d'un aïkido fluide, qui serait facile, quoi. Donc oui, c'est vraiment une mise en lumière à un moment et on est obligé de se bousculer et de réfléchir et de se dire en fait ça va pas de soi, et ça fait réfléchir à des choses dans l'éducation nationale. En maternelle par exemple, on apprend aux enfants dans tout leur parcours de motricité les gestes fondamentaux, les gestes fondateurs. Et les gestes fondateurs, c'est vraiment la base. Aller vers l'autre, accepter que l'autre vienne vers soi, accepter d'être saisi, accepter de se toucher, de se regarder, de rester en contact. Et tout ça, ça paraît aller de soi quand on est un peu plus grand, mais en fait, c'est des choses qu'il faut appréhender. Alors l'autisme, ça met ça en perspective x10, quoi. Voilà. Ouais, c'est un travail formidable qui est fait là. Ouais. Alors, dans la différence, Hélène, on est comme on est, Brice, il est vétérinaire de métier, donc il côtoie beaucoup les animaux. Quel serait l'animal qui le représenterait le mieux dans sa pratique d'aïkido?
Son animal totem. Voilà, quel est son animal C'est la totem? question. Exactement. Ben, Les gens me demandent pas si c'est quel est l'animal le plus étrange que j'ai soigné. Déjà, ça change comme c'est pas mal comme question. C'est T'es pas pas mal. obligé de prendre un animal domestique, hein, parce que je crois que tu t'occupes essentiellement des animaux domestiques, non? Ben, Domestique, ça va de soi, parce que sinon c'est sauvage. Donc, Oui, mais- plutôt. Non, mais Ouais, peut-être qu'il aimerait un animal sauvage, je ne sais pas en fait. alors moi, je trouve à Brice un côté félin. Donc on n'est pas obligé de prendre le chat, si on ne veut pas rester dans les animaux domestiques, mais un côté assez félin. Donc avec un regard bien concentré. Donc moi j'irais plutôt vers les félins. Je ne donne pas d'animal en particulier, mais ouais, moi je trouve. Oui, parce que les espèces en extinction. Ouais, c'est ça, il faut faire attention. On veut le préserver, Brice. Alors, Brice, tu dirais quoi alors? Bah, écoute, Je ne sais gardons pas, ça, je ne sais hein, pas. gardons ça. Je sais c'est- pas. Ouais, Est-ce que si on fait une interview l'année prochaine, je peux préparer la réponse pour l'année prochaine? Ça marche. Je ne sais pas. Non, Ça mais marche. tant que On moi, posera j'ai- plus la j'ai question. beaucoup de- Moi, mon signe chinois, c'est singe. Et je me retrouve très bien dans le singe. Ah, Moi, je crois que c'est buffle, mais je m'en retrouve pas trop dans le buffle. Je m'en plaise pas, fouille. Elle a un aikido très buffle. non mais on parle pas de moi aujourd'hui. Alors une sixième dimension, on en aura 7 en fait, hein, donc on est au bout, c'est de cultiver la paix dans l'adversité. Et c'est vrai, c'est tout le projet de l'aïkido. Et Brice le dit souvent, hein, l'amitié, la fraternité, voilà. Et alors, moi je pose la question, une fraternité qui peut être un petit peu, parfois un peu virile, on aime bien se toucher, mais qu'est-ce qu'il penserait d'une sororité martiale? Oh là 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 là. C'est moi qui... Ça vous laisse perplexe. Bon, Tout à fait. Non, c'est un vaste sujet. On pourrait en parler longtemps. Hein. pourquoi commencer par la fraternité, par les hommes plutôt que par les femmes? Ah, ça peut être ça la question. C'est une très bonne question. Je pense que de toute façon, si on veut, présenter une image qui va vers l'avenir, une image moderne de l'aïkido, il faut miser sur ce qui fait notre force, quoi. C'est la mixité. Quel que soit le rapport, voilà. C'est sûr que pour l'instant, il y a plus d'hommes que de femmes qui font de l'aïkido. Peut-être ça serait amené à se rééquilibrer, peut-être pas. Voilà, enfin, faut évacuer le sujet. À mon avis, c'est un art martial qui est mixte et c'est ça qui fait notre force, puisqu'on a des gabarits différents, on a des âges différents. Voilà, on n'a pas de compétition. Ça, c'est quand même le deuxième argument qui, à mon sens, est très fort dans ce qu'on veut défendre. Donc, qui dit non-compétition, voilà, dit forcément quelque chose qui est du domaine de la fraternité quelque part, qui est du domaine de la collaboration d'autre part, qui est du domaine du progresser ensemble. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on définit l'aïkido comme une grande famille, l'aïkido comme intergénérationnel, l'aïkido... On tourne autour du pot en ayant des synonymes, mais l'axe principal de notre discipline, c'est qu'on a décidé qu'on mélangeait tout le monde, et avec ce tout le monde, on progresse tous sur la même voie. Voilà, donc je pense que c'est à ça qu'il faut résumer le Tu sujet. avais dit d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas d'aïkido féminin. Non. Hein? Non, il n'y a pas d'aïkido féminin, il n'y a pas d'aïkido masculin, il y a de l'aïkido avec des gabarits, avec des âges, avec des expériences différentes, avec des histoires différentes. Mais ouais, faut sortir un peu de l'aïkido femme, l'aïkido homme, la journée de la femme, la journée de l'homme, la journée... Bref. Je ferme la parenthèse. On sent que... Ok. Sinon ça fait râler. Alors, Brice, qu'est-ce que tu en Je penses? ne sais pas d'où tu sors ce terme de fraternité, parce que moi je ne crois pas l'avoir utilisé. Moi j'ai parlé d'amitié, j'ai parlé de relations humaines, j'ai jamais utilisé le terme de fraternité. Bon, C'est pas dans mon vocabulaire déjà. D'accord, Donc, très voilà. bien. Et Donc s'il n'y a sororité pas de non plus. fraternité, il n'y a pas besoin d'aller chercher la sororité. Après, moi je pense que l'aïkido c'est plus universel, c'est familial. Ouais. Moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Hélène tout à l'heure quand elle a parlé de la famille. Hein. On est dans une famille d'aïkido, avec quelquefois du linge sale. Il y a des gens qu'on ne choisit pas dans sa famille. Non, mais on est dans un système de famille, et je pense qu'on est dans un système plutôt universel, puisqu'on peut accueillir tout le monde. Et moi, le terme de fraternité, je suis quasi sûr de jamais de l'avoir D'accord. utilisé. Ok. Donc, du coup, puisqu'on n'utilise pas le terme fraternité, il n'y a même pas sous la question du terme de sororité. D'accord. Ouais. Alors tout de même, Brice, je te pose la question, c'est que Hélène a quand même dit, peut-être quand même les femmes sont un peu plus dans l'équilibre.
dans une discipline où on cherche beaucoup le déséquilibre, c'est amusant d'ailleurs. Hein. Tu dis ça. Mais oui, tout à fait. Tu en dis des bêtises. Ça, moi, j'ai de la chance, j'ai jamais été interviewé. Donc, rien à me dire. Comme ça, t'as pas à vérifier tes propos. Ok. Alors peut-être qu'on peut revenir dessus d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura peut-être un peu plus une recherche d'équilibre chez les pratiquantes que chez les pratiquants ou pas du tout? De quel équilibre tu parles? Ah bah ça je ne sais pas en fait parce que ça C'est toi qui l'as dit? Oui, c'est ce que a dit sais pas Hélène, ce que mais j'ai dit. justement, je voulais en savoir peut-être un peu plus. Peut-être que l'équilibre était de moins chercher à être dans une forme de combat, je vais réussir à faire chuter de ça, qu'on est plus dans quelque chose d'un Je pense contact que fluide. probablement. Peut-être. Alors, s'il n'y a pas d'aïkido féminin, d'aïkido masculin et maintenant d'aïkido non genré, puisqu'il ne faut pas oublier, Oui. il y a un aïkido, point, avec différentes façons de l'appréhender. Déjà, l'aïkido, on vient y chercher parfois des choses différentes. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut aussi qu'on arrive à s'adapter à ce que les gens viennent chercher et pas à leur coller notre vision. Dans un dojo, on a des gens qui viennent pour apprendre de la technique, qui veulent progresser, qui ont des compétences, on va les amener très haut. Et il y en a qui viennent juste se faire plaisir, avoir une jouissance de la chute, ou en tout cas une jouissance corporelle à faire l'aïkido. Non, mais je veux dire, c'est qu'il faut s'adapter à ce que les gens viennent chercher. Donc déjà, on a cette chose-là. Probablement que probablement, mais après c'est une généralité qui va être fausse, mais probablement que les femmes, quand elles viennent faire de l'aïkido, ne recherchent pas la même chose et ne vont pas avoir le même comportement que les hommes, de manière générale. Et par rapport à l'équilibre, il y a probablement une recherche par rapport au corps, une recherche aussi parce que confronté à des hommes qui vont être probablement un peu plus rustiques, parfois un peu plus virils, et recherche de virilité, où là il ne peut pas y avoir d'opposition, et ben, il y a une recherche qui va être différente. Et je pense que déjà les postures de corps sont différentes, il y a souvent moins à corriger les postures de corps des femmes que des hommes. Ah oui. Moi je trouve, moi j'ai l'impression, on a quand même beaucoup de femmes au dojo, on a beaucoup de jeunes, je trouve que c'est plus facile rapidement que leur posture de corps soit correcte, et je trouve qu'il y a moins de corrections souvent à apporter. Je ne sais pas si toi tu as cette perception-là ou pas. Si tu ne l'as pas, tu réfléchiras, puis pour la prochaine interview, on répondra. Non mais voilà, mais hormis ça, donc, peut-être qu'il y a comme tu dis, cette recherche d'équilibre en particulier. Ensuite, au niveau... peut-être qu'au niveau de la chute, au niveau des mouvements du corps, il y a une conscientisation du corps qui est probablement différente aussi. Mais ouais, c'est intéressant ce que dit Brice. Alors, je sais pas dans quel cas, j'ai dit l'équilibre ou le déséquilibre chez la fille. Mais qu'est-ce que j'ai dit Non, encore c'est moi qui ai rajouté la notion de déséquilibre. La notion de T'as juste déséquilibre. parlé de l'équilibre. J'ai parlé d'équilibre. Alors, c'est intéressant parce que je pense que dans les générations futures qui viennent à l'aïkido, donc moi, je donne des cours à Paris, j'ai des cours avec les étudiants, donc je vois beaucoup de 18-25 ans passer. Et en fait, je pense qu'on peut complètement casser la notion de ce qu'on parlait tout à l'heure, Brice l'a évoqué, de genre, parce que ce que viennent chercher les jeunes, que ce soit des garçons, des filles, des non-genrés, voilà, c'est l'équilibre, parce qu'ils en manquent dans leur vie. Et du coup, ils recherchent dans l'aïkido quelque chose où il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de jugement. Justement, on accepte tout le monde, quel qu'il soit, quelle que soit son apparence physique, quelles que soient ses orientations sexuelles dont on n'a absolument rien à faire, puisque ce n'est pas le sujet sur un tatami. Et donc ces personnes-là viennent de plus en plus, à mon sens, les jeunes, 18-25. Alors je parle encore dans mon cadre, grande ville, voilà, j'ai peut-être une configuration particulière, mais des jeunes qui viennent chercher un équilibre et qui sont justement en recherche de leur équilibre intérieur. Alors effectivement, peut-être que les filles ont peut-être plus d'habitude d'intériorisation par l'éducation, par peu importe les raisons. Mais en tout cas maintenant, je trouve que c'est en train de beaucoup bouger avec les générations futures parce que, garçons comme filles, ils cherchent justement à se définir, à aller d'un genre à l'autre de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus spontanée que nous, et à chercher leur équilibre tels qu'ils sont. Ça, c'est une vraie recherche. Ça, à mon sens, c'est évident pour les jeunes de maintenant. Ouais. Et l'aïkido peut leur offrir ce cadre-là. Tout à fait, oui, complètement. Alors, dernier registre, et c'est amusant, hein, ça s'enchaîne de manière formidable, comme quoi on n'a pas préparé l'entretien non plus, mais on a ce même phénomène troublant de continuité, de fluidité, enfin moi je le sens comme ça, merci. C'était l'aïkido comme un art des possibles, comme un art d'évolution, de choses comme ça. Alors justement, on a un peu une culture ici qui est un peu du kamae no kamae, hein.
René VDB disait toujours la garde sans garde. Justement, je pense pour être sur tous les possibles, justement, accueillir toutes les situations. Hein. Est-ce que ça, c'est une des dimensions fondamentales, d'être prêt toujours? On disait parfois un peu pour rire qu'on était un petit peu paranoïaque, il faut être tout le temps vigilant, attentif, mais aussi souple, décontracté pour accueillir n'importe quel mouvement, en fait. Hein. Et est-ce que ça, c'est une des caractéristiques fondamentales qui est dans la pratique que, par exemple, Brice propose? On parlait du Shisei tout à l'heure, ça en fait partie, je pense. C'est à moi de répondre là. Oui. Ouais, c'est à moi de répondre. En fait, je pense qu'il suffit de le voir se promener sur le tatami pour voir que c'est partie intégrante. C'est-à-dire que quand il regarde le cours, il regarde tout le monde. C'est-à-dire que alors on peut parler de vigilance, d'attention et tout ça, mais c'est juste que son champ de vision et son ouverture sur ce qui est en train de se passer au moment présent, c'est ça, c'est être présent au moment présent. On parle beaucoup d'aïkido et Christian parle beaucoup d'aïkido comme le fait d'enlever ses peurs. Oui. Et j'en ai reparlé moi dans une autre interview où je disais beaucoup de bêtises, mais là c'était pas une bêtise. À mon sens, oui, parce que effectivement, rien que le fait de donc par la pratique qui se suffit en elle-même, en fait, le fait de chuter, faire chuter, essayer, comme dirait Yasuno, de faire attention à ce qu'on fait, d'essayer de comprendre ce que l'on fait, donc comprendre en soi. Déjà, l'aïkido est un système assez bien fait pour que de fait, ça nous redresse, le Shisei, que ça nous ouvre et que ça nous rende plus attentifs au monde, en fait. Donc, moi, quand je regarde Brice, j'ai l'impression que c'est ça qui est en permanence. Quand il est enseignant, c'est ça qu'il met en œuvre tout le temps. Donc, oui, j'imagine que oui, notre discipline, elle... Alors, peut-être pas que l'aïkido, hein, sûrement d'autres arts martiaux sans doute très bien aussi, tout ce qui est de l'éveil, je pourrais parler du zen, c'est la même chose, je pourrais parler du yoga que je pratique, c'est la même chose, c'est l'éveil de la conscience quand même, hein, et de ce qui se passe ici et maintenant. Ce sont des disciplines qui nous amènent quand même à être ouverts sur le monde en étant prêts, c'est-à-dire pas complètement naïf ni complètement passif, mais en n'étant pas renfermé non plus, en étant juste prêt à avoir l'attitude juste au moment juste en fonction de ce qui nous arrive, je pense, j'espère. Je pense que ce que Hélène a donné, c'est la définition du Budo. Hein. Un Budokan, dans son environnement, il doit tout percevoir. Alors, il n'y a pas de paranoïa, parce que c'est pas être hyper vigilant, au contraire. Non, il y a un état de vrai. zanshin qui est là, c'est-à-dire qu'on est présent, on est disponible, on doit percevoir, voir ce qui se passe là, dans le coin de sa vision, le truc qui peut merder, mais au boulot, je suis pareil. Hein. Moi, je passe dans un couloir, je vois dans une salle ce qui risque de mal évoluer, un chat qui risque de s'échapper, etc. Je le vois tout de suite. Mais bon, c'est comme ça. Et en revanche, non, je pense qu'il faut être au contraire très apaisé à l'intérieur pour visualiser ça. Hein. Mais du coup, on en a parlé avec Christian la dernière fois lors de l'interview. Hein. C'est savoir ce qui nous concerne, ce qui peut être dangereux. C'est-à-dire on voit tout, mais finalement, on va attacher de l'importance qu'à ce qui nous concerne quelqu'un avec lequel on est en lien, ou s'il y a un danger pour quelqu'un. Et puis c'est tout. Hein. Et puis il paraît une position que souvent tu montres qu'on peut la switcher droite, gauche, derrière, qu'il faut une position qui puisse techniquement, mais aussi... permettre d'être dans toutes les directions. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé être engagé avec un point de non-retour, mais qu'on va être capable d'aller dans toutes les directions. Comme en Kenjutsu. Alors, toute dernière question, parce que malheureusement, il faut que... Mais il n'y a plus de batterie dans les appareils photo. Il n'y a plus de batterie dans les appareils, et puis les ventres gargouillent, et voilà. Alors, mais on l'a évoqué rapidement, mais j'aimerais qu'on prenne un petit temps là-dessus. Hein. Hélène a fait un master de jeu, hein, de sciences du jeu, enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est. Hein. Et donc, peut-être que tu as vu que les pièces ici te disent quelque chose. Hein. Malheureusement, oui. Je suis nulle au tangram. Mais alors... Ah bah oui, mais voilà, c'est ça. On avait un casse-tête, ça nous cassait la tête, on voulait, voilà. Hein. Justement, le jeu, c'est un espace secondaire, t'avais dit, c'est un espace potentiel, on voit bien le potentiel, c'est une expression de Donald Winnicott. Hein. Donc le jeu serait quelque chose de fondamental à l'aïkido, quoi. Alors, je te pose la question à toi, parce que je sais que ça va être facile de répondre pour Hélène, mais qu'est-ce que t'en dirais, toi? Que le jeu? Le jeu est un espace fondamental de pratique pour apprendre l'aïkido. Déjà, il y a plusieurs choses dans la notion du jeu. Oui. Il y a déjà la notion alors on peut jouer tout seul, mais on peut jouer à plusieurs. Donc déjà, ça c'est la premier des éléments. Deuxième élément, dans le jeu, moi j'y vois toujours dans le jeu un amusement. Et pour moi, faire de l'aïkido, je suis hyper sérieux dans ce qu'on doit faire et dans la recherche, un peu pointilleux, un peu chiant parfois, ça j'en conviens.
Mais en même temps, moi je fais de l'aïkido pour m'amuser et toujours avec plaisir, parce que sinon c'est pas la peine, c'est une contrainte, c'est pas intéressant. Donc le jeu, c'est ça. Et puis après, le jeu, c'est aussi accepter de perdre, c'est accepter aussi de faire des essais, hein, et en fonction des jeux qu'on peut utiliser. Dans l'aïkido, on fait des exercices. Hein. On dit toujours, il y a les katas, les kions. Ensuite, il y a des exercices de sensation avec des règles. Du coup, quand on fait un exercice, il y a des règles, comme il y a des règles du jeu. Il faut que les deux jouent le jeu, parce que sinon l'exercice, on n'a pas la sensation si le partenaire ne joue pas le jeu. Donc, en ce sens, je pense que oui, à l'aïkido, quand on pratique, il y a une notion de jeu. Alors, Hélène avait ajouté que ça permettait l'expression des personnalités. Je trouvais que cette notion était intéressante, qui va à l'envers du formatage qu'on évoquait tout à l'heure. Et il a tout dit, t'as fait le master toi aussi? Non, mais je m'inscris. T'es balèze. Ça, c'est quand j'ai du temps libre, je vais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est tout ce qu'a dit Brice. Pour compléter, juste l'aïkido, une des règles du jeu, c'est un espace de second degré. Donc c'est pas ce qui se passerait dans la vraie vie. Donc c'est ce que nous offre le tatami. Le tatami, c'est un espace au second degré. Un peu miroir. Un peu, voilà, où on peut faire des choses, où il y a des règles, voilà, il y a des choses, et il faut qu'il y ait des joueurs, il faut qu'il y ait envie de jouer, voilà, il faut que les participants soient d'accord, sinon il n'y a pas de jeu. Effectivement, les conséquences normalement du tatami ne vont pas avoir des conséquences sur la vie réelle. Et en même temps, juste pour faire la différence, qu'on soit bien clair sur le terme de jeu, parce qu'on l'utilise beaucoup. Voilà, de manière très générale, en fait, il en a une définition très stricte, je ne vais pas y revenir, mais il y a une différence entre le fait d'être dans un vrai jeu et la sensation d'avoir du plaisir et la sensation d'utiliser des termes ludiques quand on est en train de faire de l'aïkido. Donc l'aïkido, au sens propre, ce n'est pas un jeu avec exactement stricto sensu. Par contre, le vécu des gens, et c'est là où effectivement Brice il a raison, les gens, quand on les interroge beaucoup, ils ont beaucoup de vocabulaire qui s'apparente au champ lexical du jeu. Donc, ils y prennent du plaisir, donc ils ont un espace d'expression, et il ne faut pas oublier que l'aïkido, c'est un art, donc c'est une discipline artistique. Donc forcément, au travers des règles, au travers de la construction, au travers de la progression, eh bien forcément, on a tous notre aïkido qui nous est propre, il y a la part artistique qui se développe aussi, logique, puisque l'aïkido, il ne faut pas oublier que c'est un art. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, évidemment, c'est des tangrammes. Alors maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle et qu'on a beaucoup réfléchi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous donner une figure que j'ai trouvée très très belle et que vous allez donc reconstituer. Allez-y. Il manque une pièce quand même. Oh là là, c'est dur les tangrammes. Allez. Attention, pas plus de 2 minutes parce que franchement, c'est pas difficile. C'est sûr, ouais, mais moi je suis nulle. Vous avez le droit de vous entraîner, évidemment, comme sur le tatami. Vas-y. C'est hyper dur. Mais non, mais moi ça va prendre l'après-midi. Hein. Si vraiment il y a un truc. Alors on parlait du jeu, donc il y a les tangrammes où on peut vraiment se faire suer à le faire, tu vois. Et ça, c'est le truc. Ne me remerciez pas. Bah attends, je t'en donne. Non, il manque pas de pièces, non. Vas-y, je te donne les miennes. Ah, parallélépipède. Non. Là, voilà, tiens, voilà. T'as fait cette pièce. C'est pas celle-ci. T'as fait des maths, toi, quand t'as fait veto. Moi, j'ai pas fait. Tu vois, bah ouais, mais pas On va voir comment des grands maîtres s'en sortent. Non, mais là, clairement, je sais pas faire les Moi, j'ai fait celui-là. T'as fait celui-là, toi, ou pas? Ah non, bah vas-y, prends le mien. Vas-y, tiens, oh là là, vas-y, comment t'es fort. Moi, je sais faire les puzzles. Mais c'est les mêmes pièces. Ah, vas-y. Ah non, tiens, il était vachement là, plus voilà. facile. Tiens, il était vachement plus facile. Regarde. Tu vois, le mec, il tombe. Tu vois, regarde, hop. En même temps, on est en hypoglycémie parce qu'on est en retard sur le repas. Ouais, puis on est dans une discipline artistique, hein, donc on a le droit de le faire comme on veut. Bon, on va programme, peut-être couper On va et voir la fin. en fin de journée. Non, mais ce que ça donnera. générique, vous mettez des génériques, on continue. C'est pas ici, faites le stage l'après-midi, je Bon, vais je y vais vous arriver. aider, ça c'est forcément la tête. La tête de quoi? Ah oui, Oui, ça, le cube, c'est la tête. voilà, écoute. C'était plus Eh, facile. il est pas mal, le tien. T'es faux. Pourquoi t'as tout déstructuré? Parce que moi, c'est mon côté artistique À mon avis, qui celui-là, s'inspire. il a chuté grave hein, quand même. Celui-là, il Là, a chuté sur la l'intégrité tête. du corps. Regarde, ping. T'as pris un cochis. Il en reste plus qu'un bout, regarde, là, ses petits bras comme ça, regarde, ping. Bon, merci beaucoup pour cet Merci entretien. beaucoup. Et puis l'année prochaine, je vous repose la même. Ouais, on met le même, j'aurai les mêmes difficultés. Ouais, non, je le prends, ouais. Ouais, je le garde. Je l'emmènerai à Lucien et Léon, ils vont y arriver mieux que moi. Mais en plus, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci à vous pour cet entretien. Merci beaucoup, Petit Brice.